messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes aussi là 2019 avec beaucoup de plaisir. Nous recevons l'invité d'honneur, Véronique Tadio, qui en 2005 a eu un grand prix littéraire avec cette œuvre qui évidemment nous rassemble ce soir, Reine Pokou. Quelle aurait été la suite si Ablapoku avait refusé de faire le sacrifice de cet enfant? C'est j'allais dire, une façon de repenser l'histoire, de la revoir sous un autre angle et de mettre surtout en avant l'amour d'une mère et la passion d'une femme pour un enfant. Véronique Tadio, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est nous, c'est un privilège de vous avoir, l'invité spécial d'ici là. Wow. Voilà, c'est très gentil de votre part. Alors, vous êtes auteur de plusieurs œuvres, poèmes, romans, mais nous allons nous concentrer sur l'histoire d'Ablapoku. D'accord. Vous êtes une panafricaniste et moi je suis passionnée de l'Afrique. Alors, cette histoire, telle que vous l'avez écrite, on ne la lit plus comme on la lisait auparavant. On se pose des questions. L'histoire d'Ablapoku, telle que racontée, ne vous satisfait pas? Non. Oui. Selon vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire est en fait très courte, hein, et elle a été rendue, j'allais dire, célèbre par, bizarrement, un administrateur colonial de La Fosse qui l'a traduite en français, hein, du baoulé. A eu vent de l'histoire et puis... Voilà, et il a fait tout un travail de transcription et tout ça. Et cette légende est sortie tout à coup de sa langue et donc a atteint beaucoup plus de monde et on a tous connu ça dans les livres et tout ça. Voilà, et on a tous connu ça. Et moi, quand j'étais élève ici, on avait un encart sur la Reine Pokou. C'est d'abord l'histoire d'une femme qui était princesse dans le royaume Ashanti. Alors du côté du Ghana. Et puis à la suite d'un problème de succession, guerre, voilà, c'est un problème de succession, c'est un oncle qui finit par prendre le pouvoir et qui met Pokou en danger, et en particulier son fils, parce que d'après le matriarcat, le fils devait être en ligne droite, le prochain roi sur le trône. Justement pour l'acte qu'elle aura à faire. Voilà, c'est ça. Et donc, étant en danger, elle finit par rassembler ses partisans et à se sauver pour échapper à ce roi qui veut se débarrasser d'elle. Et donc, elle va dans la forêt et bon, voilà, elle traverse la forêt avec toutes les difficultés que ça peut avoir. Et puis, en fait, la grande difficulté qu'ils vont rencontrer, c'est qu'il va y avoir un fleuve, le fleuve Comoé, et qui va les arrêter dans leur fuite. Et donc, problème, et tout à coup, on demande au devin, etc. Voilà, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on lui dit un sacrifice. Et quel sacrifice? Non, le sacrifice de l'enfant unique d'Abrapoku. Et donc, elle sacrifie son enfant, c'est ça, selon la légende, elle sacrifie son enfant et à ce moment-là, les eaux s'ouvrent ou alors des hippopotames sortent. Enfin bref, voilà, toutes sortes de choses peuvent se passer, suivant les versions, et les partisans arrivent à traverser et à se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire. D'où le nom du peuple. D'où le nom du peuple. Baouli, l'enfant est mort. Et donc après ça, tout revient comme à la normale et le fleuve redevient le fleuve. Et donc ils voient de l'autre côté de la rive l'armée royale qui n'arrive plus à les atteindre. Et donc à ce moment-là, ils vont se répandre sur le territoire ivoirien en plusieurs branches. Et puis finalement, ça va être le royaume baoulé qui va être installé voilà, au centre du pays. Principalement dans la ville de Sakassou. Voilà, c'est ça. Alors, justement, cette histoire ne vous convainc pas, Véronique Tadio. Vous estimez qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas très juste. Et justement, avec vous, on commence à vous suivre dans cette affaire et on se dit, ah mais tiens, elle aurait pu dire non. Est-ce qu'une mère peut donner aussi facilement son enfant? Tiens, on veut un sacrifice comme une chaussure, bah écoutez, je l'ai, et puis voilà, je le jette. Vous dites non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je suis une mère, j'ai des enfants et donc je savais que Ablapoku ne pouvait pas faire ce sacrifice-là comme ça.
hein. Comme dit la légende, voilà, comme une lettre à la poste, elle jette son enfant dans le fleuve et puis ensuite, ça y est, on continue, quoi. Pour moi, l'esprit de sacrifice de la reine est mis en exergue. Pour moi, je trouvais que ça passait trop vite. Pourtant, ce passage-là passait trop vite et surtout qu'on n'entend jamais la voix d'Abraham Pokou. Hein, elle ne s'exprime pas. À tel point que pour moi, j'ai pensé que c'était une légende qui avait été écrite par un homme. Est-ce que vous pensez que l'histoire, justement, tait les émotions d'Abraham Pokou pour Absolument. laisser place au sacrifice pour que le peuple puisse passer? C'est ça. C'est un mythe et donc un mythe qui est raconté, à mon avis, d'une manière masculine. Où l'héroïne, l'héroïne, le personnage principal n'est pas, en fait, on n'en parle pas, elle n'a aucune importance finalement. Voilà. C'est ça. Donc, je trouvais que déjà, à ce niveau-là, il fallait la remettre en selle. Voilà. Mais aussi, il y a le fait que ce sacrifice-là, tel que raconté aujourd'hui, me posait vraiment un problème. Parce que je pense qu'on ne peut pas avoir des histoires qui continuent à vivre dans le présent. Parce qu'en fait, l'histoire d'Abraham Pokou est très présente aujourd'hui et on la ressort souvent. Et donc, à ce niveau-là, on ne peut pas l'accepter aujourd'hui tel quel. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter le sacrifice de l'enfant aujourd'hui tel quel. Il faut qu'on questionne cette légende et qu'on lui trouve peut-être d'autres ouvertures. Peut-être est-ce que c'était un sacrifice plutôt symbolique? Ou alors peut-être est-ce que l'histoire a été écrite parce que finalement Pokou a remis l'enfant à l'armée royale et que non, c'est possible et que ensuite on les poursuivait, voilà, et pour la paix on a remis cet enfant peut-être à l'armée royale et après on a fait toute une histoire puisqu'on sait que l'enfant est dans la ligne directe du trône pour l'héritage. Oui, mais on peut le mettre de côté après. Entre griffes. Oui, entre griffes. Donc il y a d'autres possibilités, mais je trouve que c'est pas possible aujourd'hui de véhiculer un tel message sans réfléchir là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est pas une façon de dire à notre histoire africaine qui est truffée de ce genre de choses? Non, moi, l'histoire de l'Afrique, pourtant vous êtes panafricaniste, mais je n'adhère pas à cette histoire-là. Voilà. Alors, ce qu'il y a de spécial dans la légende de Pokou, c'est que c'est à la fois une légende, un mythe et un fait historique. La légende, c'est celle qu'on peut raconter aux enfants, qui est à un niveau assez... C'est très plat. Voilà, ouais, c'est assez plat. Ensuite, on passe au mythe, qui est beaucoup plus complexe et qui fait venir des tas d'autres éléments culturels. Et puis ça, c'est pas toujours donné à tout le monde de pouvoir comprendre le mythe dans toute sa complexité. Maintenant, le fait historique, c'est qu'elle a véritablement existé dans le royaume Ashanti, qu'il y a eu l'exode en Côte d'Ivoire, et ça, les historiens peuvent répertorier ça. Le problème, c'est qu'on a tout mélangé. On a mis le mythe, la légende et le fait historique ensemble. Si bien qu'il faut d'abord comprendre qu'il y a tous ces éléments-là pour garder l'histoire toute seule et pouvoir questionner le mythe lui-même. Alors, mais les faits sont clairs. Ouais. On le sait, mouvement Ghana-Côte d'Ivoire, traversée fleuve. Comment ça s'est passé? Là, on ne sait pas. Mais non, c'est justement là où je dis le mythe et la légende sont venus infiltrer le fait historique. Et le mythe, c'est une interprétation. Donc aujourd'hui, nous, on peut aussi... On peut se permettre... non, ou en tout cas, on peut questionner cette interprétation. Et on peut se demander pourquoi une telle interprétation, dans quel but? Alors, je pense que le but, c'est l'hégémonie baoulée. Mais oui, c'est-à-dire que la reine Pokou, le mythe, la figure de la reine Pokou joue un rôle important dans l'histoire, on va dire, dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est elle qui est censée avoir fondé le royaume baoulé, donc la Côte d'Ivoire. Avec un sacrifice à la clé.
avec un sacrifice à la clé. Et donc, du coup, nous lui devons beaucoup. Admiration. Voilà, etc. Et si... Mais je voudrais ajouter aussi que je pense que la religion chrétienne est venue s'infiltrer dans ce mythe aussi, dans le sens que l'image des eaux qui s'ouvrent, à qui on pense, un peu l'Exode. Voilà, ça nous rappelle l'Exode, ça nous rappelle Moïse. Donc, il y a des infiltrations constantes dans la tradition orale, et c'est justement pourquoi c'est la tradition orale. C'est-à-dire, c'est une tradition qui va évoluer dans le temps. Et donc, si on peut dire, par exemple, que les écrivains sont des griots modernes, on va dire alors à ce moment-là qu'ils ont le droit d'interpréter aussi, continuer à interpréter. Et justement, dans ce droit que vous avez d'interpréter l'histoire, vous dites, et si la reine avait refusé ce sacrifice? Exactement. Et si la reine avait le peuple baoulé serait pas là peut-être? Si, le peuple baoulé serait toujours là, puisque c'est un fait historique. Ça ne change pas. Non, peut-être que non, ça ne change pas. L'armée aurait pu, de l'oncle qui la poursuivait aurait pu la rattraper, les ramener comme esclaves au Ghana. Enfin, tout est possible. Tout est possible, oui, tout est possible. Mais à mon avis, c'était possible aussi que la reine fonde le royaume baoulé sans passer par ce sacrifice de l'enfant. Alors, ça aurait été un sacrifice symbolique. Parlons de sacrifice avant de recevoir le docteur Djé. Vous dites, on peut aussi dire qu'elle n'a pas pris son propre enfant. Elle aurait pu prendre l'enfant d'une esclave, de quelqu'un d'autre. Pour moi, ce n'est pas une solution. Parce que c'est quand même un enfant. Une vie. Et ça reste un enfant, ça reste une vie. Et donc, c'est contre ce type de sacrifice que je m'insurge, puisqu'on peut après aller jusqu'à dire que l'idée qu'on se fait de la jeunesse et du sacrifice de la jeunesse, comme par exemple les enfants soldats, ça vient d'une mentalité qui est que... Comme c'est compliqué, on sacrifie l'enfant. Ouais, non, c'est pas ça. C'est que nous possédons nos enfants. Alors que nous ne possédons pas nos enfants, nous n'avons fait que les mettre au monde. Et ils ont leur propre vie. Donc on ne peut pas juger et prendre ces vies-là. Alors, merci beaucoup. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonsoir. Nous sommes aussi là, 2019, au Salon du Livre d'Abidjan, et nous sommes avec l'invité d'honneur, Véronique Tadjo. Nous allons maintenant recevoir le docteur Djé, qui a forcément des choses... Bonsoir, donc, des choses intéressantes à dire sur cette œuvre. Bonsoir, Doc. Bonsoir, Christelle. Alors, un badge, je suppose qu'on est très actif aussi là. Absolument. Il n'y a pas de badge. Il faut... Non, mais c'est quand même Christelle. On est aussi là pour remuer un peu tout l'écosystème littéraire de Côte d'Ivoire, tout le public du livre, tout le monde du livre. Donc, ça va des écrivains aux éditeurs, aux écrivains confirmés, comme notre invité du jour, et avec la nouvelle plume, donc tout y passe et on sillonne les rayons en même temps, on prend le temps de faire une émission. Exactement. Merci d'être là. Alors, merci. Donc, un regard un peu plus pointu, des questions absolument. Sur la revisitation de cette histoire de Ablapoku par notre invité d'honneur. Véronique Tadjo, le monument qui est célébré aujourd'hui, je rappelle que le SILA prend l'habitude de célébrer des auteurs nationaux. Exactement. Véronique Tadjo est à l'honneur après Locan et c'est une grande fierté. Alors la première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez tout de suite bifurqué vers ce genre d'écrits, romans, etc. Alors que vous avez commencé avec la Térite qui était plutôt de la poésie. Ah oui, mais je reste toujours fondamentalement poète, mais simplement j'ai pensé que je pouvais aussi utiliser la poésie dans la prose. La prose poétique est un genre qui existe et c'est celui que je pratique. D'accord. En fait, c'est pour élargir le champ de la poésie. Le champ de la poésie, d'accord. Parce que ne pas avoir forcément un recueil où là c'est écrit poésie, mais aller un petit peu vers un plus grand public. Alors cette œuvre m'intéresse à plus d'un titre, non seulement parce que c'est un grand prix littéraire, et c'est quand même pour tous nos téléspectateurs le premier grand prix littéraire d'Afrique noire féminin. Et je pense le 7e, pas en termes d'auteur, mais en termes de livre, parce que Bernard Dadier l'a remporté 2 fois. Exactement. Et avant lui, et donc c'est quand même un monument classé à part, Véronique Tadjo. Maintenant, il faut entrer dans le livre. Et la première question, c'était pourquoi cette volonté, que je trouve assez probante, de démythifier le mythe de la reine d'Ablapoku.
Ah, démystifier le mythe de la reine Pokou. Bon, c'est plusieurs facteurs. Hein. C'est parce que, en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays. Et à un moment donné, il y a eu le problème de l'ivoirité. C'est ça. Le problème de l'ivoirité qui a fait que on s'est plutôt concentré on a divisé un peu notre pays en différentes régions et groupes linguistiques, ethniques. Et j'ai voulu montrer que la reine Pokou, fondatrice du royaume Akan, venait elle-même de l'extérieur. Lorsque vous relisez cette œuvre, vous vous considérez en tant que femme, en tant que mère ou en tant qu'ivoirienne moderne tout simplement? Bon, d'abord, je vais dire en tant que mère, en tant que femme. Parce que je pense que dans l'histoire a beaucoup été écrite par les hommes. Et il faut que les femmes commencent à prendre en main cette histoire et aussi donnent une version, pas forcément biaisée, mais quand même, par exemple, dans le cas de cette légende-là, on n'entend jamais la voix d'Abra Pokou, alors que c'est elle qui fait le plus grand sacrifice. Alors, votre volonté de réécrire l'histoire, est-ce qu'il s'agit en fait de faire parler les interstices, c'est-à-dire les intervalles où on n'a pas de texte, ou alors d'écrire une histoire qui va carrément à l'encontre de ce qui est connu? Parce que ce qui est connu, c'est assez simple. Dans le volet légende de cette histoire et dans le volet mythe, on a quand même une dame qui offre un sacrifice volontaire. Mais si vous rendez le sacrifice pas si volontaire que ça? Non, c'est pas une mère. Moi, je suis mère. Une mère ne peut pas volontairement sacrifier son enfant, à moins d'être sous une pression extrême de sa société. Donc moi, quand je vois ça, je dis en tant que femme et en tant que leader à l'époque, elle devait pouvoir aller contre la vie de son peuple et de dire non, ça c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter le sacrifice de mon enfant, même si vous me donnez l'enfant d'une esclave ou l'enfant d'une domestique, je ne veux pas. Parce que le principe même est le refus de sacrifier l'enfance. D'accord. Alors ici, dès que vous posez le problème sous cet angle, vous réécrivez toute la dimension héroïque du personnage. Non. Qu'est-ce que c'est qu'un héros? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui se dépasse pour une cause qui est éminemment grande, etc. Eh bien, ce que je pense, c'est que on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on a beaucoup sacrifié, et la jeunesse, au nom d'une bonne cause. Et je dis, ça ne peut pas être une bonne cause si c'est le cas. Hein, parce que l'idée que... Est-ce qu'il n'y a pas une intrusion du temps moderne dans votre lecture de ce mythe ancien? La question de la jeunesse, etc. Est-ce que vous n'êtes pas trop moderne en train de dire quelque chose qui date quand même des siècles passés? Oui, mais si ça date des siècles passés, ça n'a qu'à rester dans les siècles passés. Ah, mais c'est vous qui convoquez à la fin. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je peux encore ouvrir mon journal quotidien et puis on va me dire la reine Pokou a beaucoup donné. D'accord. La reine Pokou a donné son fils. Hein? C'est une incursion dans le 21e siècle. Donc si cette légende est encore aussi vivace, on ne peut pas la laisser telle qu'elle. Alors pourquoi Donc c'est-à-dire que le message de cette légende est devenu anachronique. Et qu'il faut mieux revenir aux faits historiques et éviter toutes ces interférences et ces mythes qui en fait sont utilisés à des fins politiques. Alors dans votre questionnement du merveilleux, vous posez plusieurs questions parce que vous écrivez une œuvre quand même en 3 parties. Le temps de la légende et du mythe, le temps du questionnement et puis le temps de l'enfant oiseau. Alors dans votre questionnement de l'aspect mythique et merveilleux, etc., alors, il revient de manière permanente la question de a-t-elle offert l'enfant? Vous venez d'y répondre, mais le fleuve s'est-il ouvert? Quelle place vous laissez finalement au merveilleux ou au mythe dans votre histoire? Parce que vous demandez, le fleuve, comment s'est-il ouvert? Vous laissez passer effectivement... Effectivement, je pose la question parce que rationnellement, je suis obligée de me poser la question. Hein, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est dans l'ancien temps que les eaux se sont ouvertes. À moins que ce soit une interférence encore de la Bible. Parce qu'entre-temps, le peuple ivoirien a eu une religion importée. Et donc, il y a des idées qui sont venues et de nouvelles versions de la légende d'Abra Pokou. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'en fait, il y a d'autres versions. Il y a des non-dits. D'accord. Mais est-ce qu'en le faisant de la sorte, lorsque vous dites par exemple,
vous questionnez, parce que là, vous questionnez les fondamentaux de ce mythe et de cette légende. A-t-elle offert l'enfant de manière volontaire? Votre première réponse, c'est il y a eu des réticences. Le fleuve s'est-il ouvert? Votre première réaction, c'est attention, il faut être un peu rationnel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de désosser tout ce qui est oralité de sa force? Parce que justement, l'oralité, c'est de bâtir un monde là où il semble y avoir des insuffisances dans tout ce qui est rationnel. Non, oui, non, je suis d'accord, mais l'oralité toute seule, ça ne suffit pas, surtout aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas laisser l'oralité à l'oralité? Non, non, non. Si, je suis d'accord. Vous avez, par exemple, les contes de Blanche-Neige. Personne ne va avoir l'idée d'aller les remettre voilà, aujourd'hui, à notre époque. C'est ça. Ce que je veux Mais dire. c'est plutôt la dimension historique de ce fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension historique. Et je reconnais le fait que Abrapoku est parti du Ghana et est arrivé en Côte d'Ivoire et a fondé le royaume baolé. Ça, c'est répertorié, c'est net. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce mythe-là et dans quel but? C'est ça ma question, dans quel but? Et votre réponse est? Moi, je dis que tel qu'on raconte l'histoire, on peut l'utiliser à des fins politiques. D'accord. Dans la troisième partie de votre œuvre, le temps de l'enfant oiseau, pourquoi est-ce que vous prenez cette tendance, j'ai envie de dire, apocalyptique de l'enfant oiseau Pourquoi je sens qu'il y a cette dimension d'apocalypse avec quelque chose de merveilleux qui... Oui, alors, une fois que j'ai regardé les différentes versions, j'ai voulu à la fin que l'enfant s'envole. C'est-à-dire qu'on va, c'est un peu comme si son âme s'envolait, hein, si on suit l'histoire, et que c'est lui maintenant qui va venir sauver le peuple. Donc c'est... Vous prolongez l'action du sacrifice. Je prolonge l'action de l'enfant qui va devenir un enfant oiseau et qui va, comme on dit, tuer la bête, c'est-à-dire qu'il va tuer la bête de la division et de la guerre. Alors vous dites, page 110, au-dessus des mers et des océans, l'enfant l'oiseau étend ses ailes, mais personne ne le voit. Lui n'a conscience de son existence, pourtant, il est venu combattre les maux de tous les temps. Alors, cet enfant oiseau que vous faites jaillit finalement de l'eau sacrificielle, et à qui vous donnez ce rôle de catharsis, j'avais dit, de redorer, n'est-ce pas, les cœurs, de rétamer les cœurs de tout ce peuple, vous le sortez d'où? Vous le sortez à la fois du mythe ou vous le sortez de votre esprit vous-même? Bon, là, c'est vraiment de mon esprit et de l'espoir que j'ai dans un avenir bien meilleur où ce genre de sacrifice n'aurait pas lieu. Et que, au contraire, je voulais terminer sur une note qui montre que l'enfant peut être libéré en quelque sorte des chaînes qu'on lui a mises, du destin qu'on lui a créé, et qu'il puisse s'envoler et venir ensuite, en fait, être le sauveur de cette situation. En définitive, votre réécriture, votre écriture du mythe Abrapoku, c'est finalement l'éloge de l'enfance. Exactement. Hein? C'est l'éloge de l'enfance, l'éloge de l'innocence et l'éloge de l'avenir qui peut s'offrir à nous si nous respectons justement cette génération qui vient et si nous lui permettons d'avoir un avenir. Voilà. Mais que nous ne décidions pas pour elle jusque dans le sacrifice. D'accord. Je pense que... Alors, donc, votre point de vue? Alors, non, j'ai pas jugé un grand prix littéraire. C'est clair. Ah oui, c'est difficile, mais quand même, on va peut-être essayer d'avoir... Je constate simplement que l'immense Véronique Tadjo nous sert une œuvre qui allie un questionnement de ce qui existe. On part des mythes avec toutes les faiblesses que le mythe peut avoir, avec toutes ses forces aussi, la capacité, n'est-ce pas, à émerveiller et à créer du dépassement. En même temps, des questions qui subsistent, elle donne des réponses, et qui sont les réponses bien à elle, dont on tire que c'est l'éloge de l'enfance et donc de la vie. Et dans le contexte qui a vu naître cette œuvre, contexte de déchirement quelque peu de son pays, je pense qu'elle vient apporter quelque chose pour rétamer un peu le cœur et pour aller à la construction d'une nation plus forte. Je pense que c'est tout ça qui vaut l'honneur qu'on lui fait aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien si Reine Poku est grand prix littéraire d'Afrique en 2005. Il faut lire cette œuvre qu'on trouve difficilement quand même sur le marché.
Ah bon, pourtant c'est l'édition. La demande est forte. La demande est forte. Ouais. Il a fallu faire une Il faut un gros demi-librairie. effort de production. Ouais, de Très bien. production, Alors, ouais. en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes aussi là et nous avons le privilège d'avoir reçu pour vous, chers amis téléspectateurs de RTI2, Véronique Tadjo, invitée spéciale du Salon international du livre d'Abidjan 2019. Et on a essayé, en tout cas, autant que faire se peut, de comprendre sa vision de l'histoire de la reine Ablapoku. Nous, on dit Ablapoku, mais dans l'œuvre, c'est Abrahapoku. Qu'est-ce qui est juste? Il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms, en fait. Et il y a plusieurs noms, il y a plusieurs aussi versions dans l'histoire elle-même. Donc, ça montre quand même qu'il y a encore la possibilité d'interpréter. Et en fait, c'est une ouverture au questionnement. Parce que la tradition orale est très évolutive. Elle n'est pas figée. Les gens pensent qu'elle est figée. Ce qu'on transmet. Voilà, mais en fait, elle évolue avec le temps. Et il y a des possibilités, n'est-ce pas, de questions. Voilà. C'est ça qui est la force de la tradition orale. On a terminé rapidement. Oui, c'est que l'œuvre est écrite de manière simple. Simple à lire. Facile à lire. Avec un caractère, une police facile. Une police, ça se donne, c'est comme lettre à la poste, quoi, ça se lit tranquillement. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de nous avoir suivis. Nos histoires africaines, comme l'a fait si bien Véronique Tadjo, devraient nous pousser à questionnement. On ne devrait plus les avaler, mais se demander comment est-ce que l'histoire se serait passée si on avait eu telle ou telle possibilité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à dimanche prochain.